Et si aujourd'hui, on s'occupait du platine de l'un des meilleurs Metroidvania qui existent? Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un Metroidvania, c'est un genre de jeu vidéo 2D avec beaucoup de platforming et surtout beaucoup de backtracking, c'est-à-dire que le jeu ne vous donnera jamais toutes les capacités nécessaires pour explorer tout et tout de suite. Ce faisant, vous devrez donc revenir en arrière, backtrack donc, pour avoir accès à toute la map. Et oui, vous l'avez compris, le level design est un très gros point fort de ce genre de jeu. En gros, pour la faire courte, un Metroidvania, c'est le plaisir par le biais de la souffrance, l'équivalent pour un fétichiste de prendre une fessée par Édouard aux mains d'argent. Hollow Knight. Ce jeu, qui a marqué tous ceux qui y ont joué, avec son histoire implicite et son univers déprimant mais inexplicablement séduisant, vous faisant voyager au cœur de la Dark Fantasy. Dark Fantasy qui d'ailleurs est un univers très habilement exploité par Dark Souls, Elden Ring, Hollow Knight donc, ou autre BFM TV. Ah! Pour le platine de ce jeu, il va falloir être prêt pour du gros tryhard, parce que la performance sera clairement au rendez-vous. Pour l'obtenir, je tâcherai dans un premier temps de finir la trame principale du jeu en explorant du mieux possible. Une fois ceci fait, je m'attaquerai au noyau dur, à savoir le 112% du jeu. Et oui, parce que 100%, c'est jamais assez pour un complétionniste. Pour le 112%, il faut tuer tous les boss, obtenir tous les charmes, faire le Colisée des fous, faire toutes les quêtes, obtenir tous les équipements, les éclats de masque, fragments de réceptacle, art d'aiguillon, amélioration d'aiguillon, les sorts, tuer tous les rêves de guerrier et finir les panthéons, sauf celui des héros, mais qu'il faudra faire quand même puisque ce sera justement le dernier trophée et le plus dur du jeu, puisqu'il consiste simplement à enchaîner l'intégralité des boss du jeu, et ce, avec la même vie. Vous le sentez ce plaisir qui approche là ? Hollow Knight, c'est l'histoire d'un chevalier, notre personnage donc, qui débarque sans crier gare dans un royaume à l'agonie, le royaume en ruine d'Alonest. Celui-ci semble avoir été victime d'une infection et n'est plus que l'ombre de lui-même. Après un léger périple, j'arrive à la toute petite ville de Dirtmouth, et très vite, je rencontre les très rares habitants qui me diront que le roi de ce royaume a disparu, ainsi que tous ses habitants, qui semblent tous attirés par le frisson de l'aventure, attirés par tous les lieux de ce royaume fantôme à explorer. Le même frisson qui m'anime, visiblement. On me met très rapidement en garde qu'en bas, sous nos pieds, dans les décombres du royaume, tout est malsain, et tout le monde semble perdre la tête. Il va donc falloir m'armer de courage et de mon aiguillon pour oxyre tout ce qui se mettrait en travers de mon chemin. Mon objectif est donc clair. Non, pas du tout. Je dois explorer tout ce royaume et lever cette infection qui pèse sur ses habitants. Je commence donc à m'enfoncer en ces lieux, et commence par la première étape, les routes oubliées, premier palier d'infection avec des ennemis peu coriaces, visiblement dépressifs, comme après un concert de Sheriff Aluna, ou après avoir fini The Last of Us 2 pour la première fois. Parmi ces ennemis, il y a d'abord Jean-Paul Rouve, sans plus aucune énergie visiblement, des hérissons trop mignons, des scarabées qui tapent des lignes droites, des moustiques très probablement colporteurs du chikungunya, et Pierre Ménès tout droit sorti de chez Flunch, armé d'un gourdin. Après quelques secondes, je trouve l'entrée du temple de l'œuf noir, avec à l'intérieur un œuf noir. Bah ouais, logique. Cet œuf géant de pierre semble renfermer quelque chose, et ne pensant pas qu'il s'agisse d'un poussin noir géant en pierre, je décide de l'observer convenablement, et je constate 3 marques sur son socle. Mon esprit de gamer vétéran comprend donc qu'il va falloir que je trouve 3 objets, ou que je tue 3 boss pour en déverrouiller le contenu. D'accord, faisons comme ça. Je continue donc ma balade en ces routes oubliées, et je rencontre très vite mon premier gilet jaune armé d'un bout de palette prêt à en découdre. Après lui avoir montré ma fiche de paye de youtubeur, celui-ci décède, et il s'avère qu'il montait la garde devant une toute petite larve toute mignonne. Ces larves, je les rencontrerai tout le long de mon aventure, puisque je dois toutes les libérer. Non seulement c'est pour la complétion, mais celles-ci me gaveront également de loot, vous avez même pas idée à quel point. Dans la foulée, je tombe sur le cartographe. Chaque nouvelle zone du jeu, je devrais d'ailleurs le trouver en priorité pour avoir la carte des lieux et ainsi pouvoir explorer méthodiquement. Celui-ci m'indique d'ailleurs que je devrais rendre visite à sa femme dans sa boutique, pour acheter sa boussole et d'autres bricoles. J'en profiterai également pour acheter un charme, objet me conférant des aptitudes uniques, très utiles en combat ou pour l'exploration. Et en obtenant le premier d'entre eux, j'obtiens par là même son trophée. Vous avez acheté un objet. Charmé, le tout premier trophée du jeu. Maintenant que je suis mieux équipé, je reprends mon exploration et je tombe sur un coléoptère. Ces bestioles vont s'avérer très utiles pour le backtrack, puisque ce sont des genres de stations de voyage rapide qui m'emmèneront d'un bout à l'autre de la map, à condition que d'abord je les trouve et les déverrouille évidemment. À force d'exploration, je tombe sur mon premier mini-boss. Bon, on commence très gentiment, hein. Je ferai donc face à une mouche narcoleptique qui se tape la tête contre les murs, comme si elle sortait d'une session de 2 heures de TikTok. Bon, évidemment, je la fume sans verser une goutte de sueur, et je continue pour affronter le vrai premier boss du jeu,
le faux chevalier. Bon, on sent clairement que c'est un échauffement, hein, puisque ses attaques sont plutôt lentes, prévisibles, et on a même le droit à des phases de stun. Bon, je vais donc l'oxyre First Try dans la plus grande des sérénités, et obtenir le trophée de l'avoir vaincu par la même occasion. Tromperie. Let's go. Je rencontre ensuite le chaman, qui m'offrira ma première habilité, l'esprit vengeur, un genre de boule de ki que je peux tirer à distance sur mes ennemis. Ce premier sort consommera mon âme, qui est le genre de mana me permettant d'utiliser mes sorts justement, mais aussi de régénérer ma vie. Je vais donc devoir être intelligent pour utiliser ça avec parcimonie. Le chaman profitera de ce temps de faiblesse pour me piéger dans son temple, pour oxyre une créature, grâce au pouvoir qu'il vient de m'être offert. Bon, la créature pue le brun, comme disent nos cousins, mais c'était un genre de mob tuto pour mon nouveau sort, donc évidemment que ça allait être le cas. Bon, on se casse d'ici et on continue l'exploration de ce royaume. Une nouvelle zone s'ouvre à moi désormais, Verchemin, région bucolique verdoyante très réconfortante, mais avec une population locale sur les dents, comme par exemple ce buisson, tout droit sorti de Fortnite, qui vous attaquera en sous-marin dès que l'occasion se présente. Cet individu, qui ressemblerait à ton grand-père un lendemain de KFC. Et encore et toujours ces foutus moustiques. Après avoir trouvé la carte de la zone, je trouve une autre petite larve. Coucou. Et je rencontre le chasseur, qui me remettra son journal. Il s'agit en fait d'un glossaire de tous les ennemis du jeu que je devrais tuer un certain nombre de fois pour des récompenses et pour un trophée, vous vous en doutez bien. Un genre de Pokédex quoi. Je continue ma route et je tombe sur des buissons qui ne sont pas de taille réglementaire, même dans le cadre d'un Battle Royale, mais ils cachent en réalité un tout petit ennemi qui fuit comme un lâche. Ah, je vois que le RP Fortnite est respecté, ça me plaît beaucoup. Plus loin, je rencontre un mini-boss, qui sera d'ailleurs par la suite un trash mob, le Père Fouras armé d'un bouclier et d'une épée. Encore un free kill. Encore plus loin, je trouve un moustique qui s'est endormi dans la réserve de Doritos, et j'en fais mon 4 heures. Celui-ci avait capturé Zot le Redoutable, qui visiblement n'est même pas redouté par un moustique. Ça en dit long sur le personnage. Celui-ci va d'ailleurs m'insulter de l'avoir sauvé, parce qu'il maîtrisait la situation, soi-disant. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit quand je l'ai vu saucissonner au plafond. Bon du coup, il peut aller se faire remplir le fondement, moi je me casse vers ma prochaine destination, qui est somme toute alléchante, puisqu'il s'agit de l'arène de combat contre Hornet, un boss qui s'avérera redoutable dans le futur, mais relativement simple en ce premier affrontement. Elle attaquera principalement en estoc, avec quelques attaques plongeantes et faibles AOE, une mise en bouche pour la suite, si simple qu'à la suite de mon first try, je la dézingue et j'obtiens le trophée de l'avoir fait. Allez. Chaque fois je fais first try tous les boss quand même, ouais. C'est pas mal. Celle-ci me donnera ma seconde habilité, le dash, qui sera très utile en combat comme en exploration. Après un petit arrêt chez les vendeurs, pour faire le plein de marqueurs et donc rendre mon exploration plus simple, je tombe sur un autre Père Fouras, qui détenait une autre petite larve. Non loin de lui se cachaient 2 demi-boss, qui ne bougeaient pas d'un poil, mais m'ont envoyé l'intégralité de leur inventaire au visage. Un combat aux allures de rodéo qui sera néanmoins assez simple, et m'offrira l'accès à un autre charme, la carapace de Baldur, que je n'utiliserai absolument pas. Merci à eux. Après ma 17e rencontre avec Père Fouras, celui-ci décidera qu'il n'est pas venu ici pour souffrir, et mettra lui-même un terme à ses souffrances. Des images terribles. Sur le chemin du retour, j'utiliserai mon dash fraîchement acquis pour effectuer un peu de parcours, et obtenir un nouveau charme, que je vais jouer très longtemps, les épines d'agonie, qui libérera des vignes épineuses si un ennemi ose lever la main sur moi et me touche. Et croyez-moi, ce genre de choses peut arriver toutes les secondes. Pour rush certains boss, ce charme est juste trop bien. En tout cas en début de jeu, quoi. Pour tester ce nouveau charme, je continue et rencontre un nouveau mini-boss, une version plus vénère du buisson XXL, un combat très simple, puisque cet idiot se contentera uniquement de mettre des tout droits, et en cas de problème, j'ai même une petite plateforme pour me heal. Derrière lui se trouve une zone, dans laquelle je ne comprends pas vraiment comment avancer, et très vite, je prends connaissance d'une technique de gameplay très connue de ce jeu, la mécanique de Pogo. Le pogo, c'est très simple, c'est se servir de structures hostiles de l'environnement, comme des pics ou des ennemis avec des carapaces par exemple, leur mettre des coups d'épée vers le bas, afin que ceux-ci nous propulsent vers le haut, et avancer malgré l'absence de sol ferme sous nos pieds. Juste après la découverte de cette mécanique, je m'en sers efficacement et je tombe sur une larve toute mignonne. Une fois la larve sécurisée, je reviens sur mes pas et je trouve une nouvelle zone,
Brume Canyon. Mais pour une raison inconnue, je prends un chemin qui me fait atterrir dans une autre zone encore, ce qui fait que je reviendrai dans cette zone seulement vers la fin du jeu. On en parlera donc à ce moment-là. En la traversant rapidement, toutefois je rencontre la banquière, qui me permettra de sécuriser mes géos. Les géos c'est la monnaie du jeu, un peu comme les âmes dans Dark Souls. Pour ne pas que je les perde en cas de mort. Mais étant muni d'une énorme paire de bourses, je décide que je stockerai tout à l'intérieur, et la banquière ne me sera d'aucune utilité de tout le jeu. Sauf pour une toute petite quête qu'on verra bien plus tard. Ni une ni deux, me voici donc à la station de l'arène, où je trouverai une autre station de coléoptères et un fragment inaccessible, que je reviendrai chercher plus tard par manque d'habilité, et joie du backtrack. Juste après cette minuscule zone, s'en trouve une bien plus grande et plus charmante, les cavernes nocives, le paradis pour tous les narcotrafiquants de cette planète, puisque les hallucinations par le biais de champignons seront à l'honneur. Et parmi la flore locale, des ballons gonflés avec un hélium que personnellement je ne consommerai pas, des plus petits ballons de baudruche qui ne feraient pas de mal à une mouche, des bébés champis au chapeau pointu, des mini champis qui m'agresseront au lance-grenades. Alors ça, ce sont les mobs chiants. Et croyez-moi, à partir de maintenant, il y en aura toujours un par zone. Et des champis qui visiblement ont consommé leurs congénères. Après avoir trouvé la carte, je me ferai un chemin dans la zone jusqu'au roi des champignons, qui en plus d'avoir consommé sa population, a visiblement consommé beaucoup trop de shorts YouTube. Ah tiens, ils sont deux en plus. Bon, ce sera un kill facile, hein, mais je m'en vante pas. Ce serait comme battre Kurt Cobain au bras de fer à la fin de sa carrière. Pas de quoi en faire des caisses. Ceux-ci me donneront d'ailleurs la magnifique récompense d'un emplacement de charme, me permettant d'en équiper plus pour être plus puissant. Puis je rencontre Manche-Patte, qui en plus de m'inspirer confiance, me vend des charmes supplémentaires. Sur le chemin, je rencontre une guerrière, comme moi, qui m'indique qu'il y a des ennemis à se mettre sous la dent non loin de là, les mantes religieuses, qui peuplent le village du même nom, le village des mantes. Et jusqu'alors, ce sont les vrais premiers ennemis avec du répondant. Pour une raison obscure, une fois encore, je survole le village et passe complètement à côté des boss du lieu, que je reviendrai voir plus tard. À la place, je trouve une capacité très importante, le wall jump, qui encore une fois sera très utile dans toutes mes actions à venir. Une fois ce village traversé en diagonale, j'insère le blason de la ville dans une statue pour avoir accès à une nouvelle zone, la Cité des Larmes, qui porte bien son nom puisque c'est le premier endroit du jeu où il est susceptible que vous chouiniez fortement. Voici d'ailleurs mes toutes premières secondes passées dans cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ce sketch ? Ça annonce la couleur, mais narrativement, cette cité s'appelle comme ça puisque malgré le fait que nous soyons sous terre, il semble pleuvoir, car l'eau de la surface passe au travers de brèches dans le sol, ressemblant à des larmes s'écoulant sans fin. Dans cette cité, des chauves-souris plus létales que Batman, comme on a pu le voir, des soldats sous stéroïdes et des plus gros soldats sous stéroïdes. Après des premiers moments difficiles, je trouve du réconfort en trouvant une forge où se trouve un fabricant d'aiguillons, qui me fera le plaisir de renforcer mon aiguillon pour le rendre plus puissant. Et ça, croyez-moi, ça fait plaisir, et ça me permettra de passer de bien meilleurs moments à cet endroit. Je continue de m'enfoncer dans cette cité des larmes, et je recroise Hornet devant la magnifique statue du Hollow Knight. Un guerrier légendaire qui semble être le vaisseau responsable de l'infection des lieux, et qui est donc la fameuse entité se trouvant dans l'œuf noir. Ma quête est désormais bien plus claire. Je continue d'escalader ce puzzle de map que représente cette cité, et je croise le vendeur de cartes, Zot qui continue de se vanter et de brasser de l'air, et mon premier combat scripté que je ne peux pas éviter, contre quelques soldats sous stéroïdes, mais aucun problème pour mon aiguillon beaucoup trop puissant désormais. Dans la foulée, je trouverai la station de coléoptère pour faciliter mes déplacements, et je ferai la rencontre du fameux mob chiant des lieux, un genre de mage insupportable qui ne fait que se TP et envoyer des Dragon Ball dans toute la map. S'en suivra d'ailleurs un combat de mini-boss contre un épéiste qui me mettra principalement des revers et des descentes du coude, accompagnés de quelques lancers de sorts, le tout étant facile à esquiver, je le fume dans le plus grand des calmes avant de tomber sur la vraie menace des lieux, et accessoirement, le tout premier boss du jeu qui me fera refaire une poignée de trailles. Le maître de l'âme, premier gap de difficulté du jeu qui enchaînera les attaques bien plus vite que ce que j'avais l'habitude jusqu'à présent. Beaucoup de descentes du coude explosives, avec peu de temps pour réagir, suivi d'une AOE au sol, qui en plus peut être feintée par le boss. Genre il fait semblant de faire l'attaque, et en fait il la fait pas du tout, et il la fait juste après, pour me prendre à contre-pied. En dehors de ça, il s'entourera de boules de ki qu'il faudra éviter pour pouvoir lui faire des dégâts. Bon, en soi c'est pas compliqué, il faut juste quelques tries pour comprendre qu'il faut taper uniquement quand il a ses boules, et ne pas grid quand il smash. Une fois celui-ci vaincu, il me donnera l'accès à une nouvelle capacité, la descente du coude justement, qui me permettra de briser des sols fragiles et potentiellement une attaque de plus à utiliser contre les ennemis.
Grâce à ce nouveau pouvoir, je backtrack très rapidement et je trouve une porte cachée qui s'ouvre à l'aide d'une clé simple. Il y en a 4 cachées dans le jeu, et en possédant une déjà sur moi, je peux y avoir accès. C'est une zone pour laquelle je n'ai clairement pas encore le niveau, mais bon, tu me connais, hein, ça c'est un détail, du coup j'y vais quand même. Les voies d'eau royales, qui font office d'égout du royaume, est un territoire où je rencontrerai pour la première fois des fugus encore plus mortels que ceux cuisinés au Japon. Des cafards bipolaires, des larves qui, même coupées en deux, continueront de m'agresser comme des junkies en rate de produits, et pour finir, le mob chiant de la zone, le fameux, une mâchoire volante bourrée de chicots qui te traque jusqu'au bout du monde. Dans la foulée, je mets la main sur un quart de vie, qui à la manière de Zelda, me donnera une dose de vie supplémentaire une fois 4 en ma possession. Bon, je vous dirai pas à chaque fois que j'en trouve un, hein, parce qu'il y en a clairement 16 dans le jeu, donc évidemment on fera des petits rappels uniquement quand ceux-ci m'offriront un trophée. J'explore complètement la zone, mais je laisse tranquille les 2 boss de cette dernière, j'y reviendrai plus tard. Et à la place, je retourne faire un tour chez les vendeurs pour me mettre ultra yimbe, et j'achète un max de charme, des cartes de vie et des emplacements. Juste à côté de la boutique, un individu à la recherche de la bagarre m'indique qu'une arène se trouve non loin. Je me demande bien de quoi il parle. En repassant par les routes oubliées, j'ai accès à une nouvelle zone et je rencontre Saloubra, la demoiselle qui gère les charmes. Chez elle, j'aurai plus tard la possibilité d'acheter des emplacements de charmes, et dès lors, je peux prendre un max du coup de charmes pour compléter sa collection, et plus tard, obtenir sa bénédiction. Je profite d'être dans le coin pour aller voir le roi des larves. C'est ici que reviennent toutes les larves une fois que je les sauve de leur détention. Et après en avoir sauvé 3, celui-ci me ralasse de géo et surtout d'un quart de vie supplémentaire. Ça y est, j'en ai enfin 4 en ma possession. Ainsi, je débloque la dose de vie supplémentaire et le trophée qui va avec. Let's go. Une fois mon inventaire bien garni, je poursuis l'aventure et atteins une nouvelle zone, le Mont Cristal, ressemblant fortement à une carrière où des ouvriers carcasses, même dépossédés de leurs âmes, minent le cristal dans la plus grande des dépressions. Avec eux, des sacs de frappe pour du géo gratuit, des minimoys qui tirent des Mokanko Sapo sans recharge d'énergie nécessaire, et eux là, les mobs chiants de la zone, et je pense même qu'on peut dire plus globalement les mobs faisant partie de ceux les plus chiants du jeu, ces saloperies volantes qui tirent des cristaux qui persistent au sol ou sur les structures. Donc si tu les laisses trop faire, la map, c'est un foutu champ de mine. Je rencontrerai très rapidement le premier mini-boss de la région. Dans cette zone, ils seront d'ailleurs 2 de ce genre-là. Et lui, c'est le plus simple des 2, bien que le deuxième ne soit pas forcément beaucoup plus dur. Les 2 ont exactement les mêmes attaques, c'est juste que le deuxième est beaucoup plus rapide et retire 2 fois plus de vie quand il touche. Bon, il a juste 2 patterns qu'il répétera en boucle. Un tir de laser bateau qu'il essaiera de tirer directement sur moi, et une concentration qui lui fera mettre des lasers partout sur la map. Et très souvent, les 2 en même temps. Rien de bien insurmontable, surtout quand on sait ce qui m'attend ensuite. Une fois ce boss oxy, je termine ce que je peux faire de la zone, dont ces magnifiques compresseurs, qui peuvent paraître chiants, mais en vrai, ça va. Et en plus, ils cachent du bon loot. Ne pouvant pas faire le reste parce que j'ai pas encore les capacités, je continue de progresser, et après un saut de la foi finement réalisé, je me retrouve dans une zone bien plus dark, où très vite, je tomberai sur une statue représentant les 3 sauts qui étaient sur l'œuf noir. Une fois avoir interagi avec, je me retrouve propulsé dans une autre dimension, la dimension des rêves, où je serai invité à suivre une petite créature lumineuse. Celle-ci me remettra l'aiguillon des rêves, me permettant de percer le voile entre le monde des rêveurs et celui de l'éveil. Mais surtout, concrètement, il me permet de récupérer des essences, ces particules de rêve que je trouverai partout dans le jeu. Soit sous forme de guerriers des rêveurs à vaincre, des genres de boss bien vénères, soit plus rarement sur des mobs lambda, ou soit, pour finir, comme ce que je rencontrerai quelques secondes après, sur des arbres des rêves, que je devrais activer dans un premier temps, puis en récupérer toutes les particules qu'ils libéreront dans la zone en question. Et justement, juste après, j'affronterai mon premier guerrier des rêves, Xero le traître, et certainement le plus simple, puisqu'il se contentera de me jeter ses aiguillons. Il suffira juste pour moi de rester sur un axe latéral et bouger constamment. Aucun problème, ce sera un first try tranquille. Je décide donc de remonter et de repasser rapidement par le Mont Cristal. Dans cet endroit, une zone secrète m'avait échappé, et dans celle-ci, je trouve le cœur de cristal, une capacité de zinzin me permettant de voler ultra fast, tout droit, pour passer de grandes zones dépourvues de sol fiable. Et accessoirement, faire du backtrack beaucoup plus rapidement que ce que j'avais l'habitude jusqu'à présent. Quelques minutes après, j'atterris à la station du roi, dans laquelle je commencerai avec un gros combat scripté contre beaucoup de soldats, qui me donneront un peu de fil à retordre d'ailleurs. Mais aussi et surtout mon dernier fragment pour obtenir une portion d'âme supplémentaire, et le trophée qui va avec.
Allez, à mentir. Cette portion d'âme supplémentaire me permettra d'avoir plus de réserve d'âme, du coup, pour mes sorts et me heal. En avançant un peu plus dans cette partie de la cité, je trouve une autre station de coléoptères, et avec celle-ci, le trophée d'en avoir trouvé la moitié d'entre elles. Lien. Let's go. Juste après elle, je changerai une fois encore de zone et découvrirai les frontières du royaume, un endroit lugubre et respirant la tristesse à plein nez, où des carcasses de soldats morts tomberont parfois du ciel à la manière des enfers des premiers jeux God of War. Ici, je rencontrerai des sacs de frappe volants qui ne savent visiblement même pas comment ils s'appellent, des sauterelles avec 800 PV, des grosses sauterelles avec 8000 PV, et pour finir, les fameux mobs chiants de la zone, et accessoirement, les mobs que je déteste le plus du jeu, ces saloperies volantes qui ne feront que fuir à la manière d'un chasse-merde de Destiny 2, et vous tireront avec du airsoft, avec un angle chaque fois inesquivable, si vous êtes trop près. Bordel, je peux pas les blairer, putain. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi. Ouais, on prend son pied comme on peut dans ce jeu. Faut bien décompresser à un moment donné. Après cette fessée décemment distribuée, je trouverai l'arène mentionnée plus tôt, le Colisée des Fous. Mais avant d'en devenir un moi-même, je décide de poursuivre mon aventure et de revenir ici plus tard pour mettre des branlées interstellaires, ou potentiellement en prendre. Après une énième rencontre avec les sauterelles de 800 PV, je trouverai Oro, le maître d'aiguillon, qui m'apprendra l'entaille éclair que je ne jouerai jamais de ma vie. Et c'est très probablement une erreur. Bon, à ce moment-là, on me dit dans le chat Twitch que je suis un fou furieux. Enfin, le terme approprié, c'était abruti, mais je préfère le dire de cette manière. Parce que j'ai complètement skip le village des Mantes par inadvertance, et ceux qui ont fait le jeu savent où je veux en venir. J'ai pas besoin d'en dire plus. Les autres, bah tant pis pour vous, attendez quelques minutes et ce sera bien plus clair. Sur le chemin de retour vers cette contrée, je rencontre un autre guerrier des rêves, l'Ancien. Un peu plus pointu que le premier, qui me tuera une fois avant que j'en vienne à bout. Un boss de plus à 2 patterns qui me mettra uniquement des attaques venues du dessus, soit groupées, où je devrais bien me placer pour les éviter, soit progressives, où je devrais dasher en dehors. Rien de fou en soi, mais le pire arrive, croyez-moi. J'arrive enfin au lieu tant attendu, le village des Mantes, où à ma plus grande surprise, je suis attendu par... des Mantes. Bah ouais, logique. Et très vite, je comprends que je ne suis pas venu ici pour rien, puisque je combattrai 3 de ces saloperies, sous stéroïdes évidemment, et blague à part, ce combat était vraiment beaucoup trop bien. Des patterns logiques, sans trop de RNG, avec des estocs, des lancers de cerceau et des centres du coude, qui dans un premier temps seront infligés par une mante, puis dans la suite du combat, les 2 qui restent en même temps. Ce combat était vraiment trop bien, je le répète, mais toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Alors je plie le combat, et ce, sans sourciller. Les avoir vaincus m'offre l'accès à Nid Profond, un endroit pas très accueillant pour les claustrophobes, puisque ça ressemble très fortement à des galeries creusées par des insectes mangeurs de bitume. Et c'est d'ailleurs tout ce qui m'attendra ici. D'énormes vers que je ne pourrai qu'éviter, et des blattes qui émergeront de sous mes pieds pour me becter les ongles incarnés. Ici, je réutiliserai la fameuse mécanique du pogo pour atteindre un fragment d'âme. Ces pogos deviennent techniques, mais sont toujours aussi jouissifs à réaliser. À la suite de ça, j'ai des visions étranges. Et puis il s'avère que cette vision était en réalité bien vraie, pour mon plus grand plaisir, et ce qui me ressemblait se transformera en araignée sous crack. Mais bon, comme d'hab, uniquement 2 patterns, un où elle rush tout droit et je me servirai de la map pour la hit par le dessous, et un autre où elle jutera dans toute la map et je devrais éviter les éjaculats avec adresse. Mais bon, en restant toujours au même spot, ça se fait tranquille, même si ce boss a beaucoup trop de vie, j'ai tapé dessus pendant 10 minutes non-stop, sans déconner. J'ai d'ailleurs très bien fait de vaincre ce boss, puisque celui-ci me donnera un minerai pâle, matériau servant à améliorer la puissance de mon aiguillon. C'est donc évidemment ce que je vais faire dans la foulée en retournant voir le fabricant. Je reprends donc ma route pour continuer mon exploration là où je l'ai laissé, et sur le chemin du retour, je tombe sur un escargot buisson 2.0, arborant des pustules qui portent à croire qu'une nouvelle infection est sur le point de se répandre dans les environs. Je reprends ma fouille et finis par atterrir dans la zone du tramway délabré, qui ne l'est d'ailleurs pas autant que les habitants des lieux, comme par exemple ce cornet de frites arborant les chicots d'un brochet. Dans ce taudis, je trouverai le laisser-passer, qui me permettra de prendre librement les tramways de la map pour faciliter mon exploration une fois de plus. Exploration qui d'ailleurs me mènera à mon 3e guerrier des rêves, Galien, un boulier qui m'enverra son arme telle une boule sur la tronche à l'infini, et au fur et à mesure du combat, fera spawn des petites boules de mana supplémentaires pour rendre difficile le fait de l'atteindre pour lui faire des dégâts. Ces combats de guerriers rêveurs sont de plus en plus durs, mais restent abordables pour l'instant, et après 3 tries, je le dégomme. Ce combat était vraiment cool, je l'ai bien aimé. Juste après lui, je rencontre un mob parfaitement brise-burn, qu'il faudra apprendre à aimer désormais. Mais bon,
C'est comme tout dans le jeu, suffit juste de comprendre comment l'aborder pour ne plus avoir de problème. Ah oui, j'avais oublié, et l'eau ça mouille aussi. L'un d'entre eux protégeait un arbre rêveur d'ailleurs, et ma réserve d'essence continuera donc de se remplir. Nid profond, c'est une zone vraiment vaste à explorer, et après un bon moment de fouille, je tombe sur un lieu étrange, où je me ferai goumer par la faune locale dans le plus grand des silences, et enfermé dans un genre de cocon comme de la vulgaire nourriture pour araignées. Au tout début de son exploration, je trouverai une larve supplémentaire, ce qui me donnera le trophée d'en avoir trouvé la moitié d'entre elles. Oh, ça faisait longtemps, petit trophée, tiens. Au bout de ce cocon, j'y trouverai un hôtel avec un rêveur endormi, et celui-ci a l'air important. Et oui, puisqu'il s'agit de Hera la bête, que je devrais détruire pour libérer son sceau de l'œuf noir, et par là même, obtenir son trophée. Bon, pas un trophée bien compliqué, puisque l'entité en question ne répondait même pas, ce serait comme piquer sa sucette à Stephen Hawking. En rebroussant chemin, je passe par la station du roi, où je botterai les fesses d'un très gros soldat à bouclier pour avoir la larve qu'il protégeait. En voyant ce massacre, tous ses potes prirent la fuite comme des hommes bien membrés et... Des images terribles. Je rencontrerai ensuite des femmes fontaines, version insecte, qui s'avèrent redoutables, et qui avaient forcé à se cacher une guerrière, du nom de Cloth. Bon, c'est pas la première fois que je la rencontre, mais c'est la première fois qu'elle me dit que je l'ai inspirée, et qu'elle veut être comme moi. On va voir d'ailleurs dans pas très longtemps à quel point j'aurais aimé qu'elle reste dans son trou. Juste derrière elle se trouve le bassin ancestral, une zone en des tons noirs et blancs où tout le poids du royaume semble reposer. Ici ne subsistent que des bestioles armées de carapaces résistantes, mais en aucun cas dangereux. Sauf lui là, qui jute au visage de quiconque ose s'en approcher. Après en avoir vaincu quelques-uns, je tomberai sur le vaisseau corrompu, un fight tranquille que je finirai en first try. Mais si je vous en parle pas tout de suite en détail, c'est qu'on va rencontrer dans la foulée sa version des rêves, qui est bien plus vénère, et qui se débloque uniquement après l'avoir vaincu pour la première fois. Mais avant cela, il sera assez généreux pour me remettre les ailes de monarque, en gros, le double saut. Je ne perds donc pas de temps, et je tente sa version guerrier des rêves. Et là, je vais me faire nettoyer pendant 30 minutes, et je deviens clairement fou. Donc je décide pour la première fois de rebrousser chemin, et de revenir lui botter le cul quand je serai mieux stuffé. Grâce à mon tout nouveau pouvoir et en ressortant de ces bassins ancestraux, je trouve une zone très bien cachée et franchement rafraîchissante. Certainement ma DA préférée du jeu, la ruche. Une zone qui porte bien son nom puisque toutes les bestioles pollinisatrices de ce monde voudront me foudroyer sur place. Comme par exemple ces petites abeilles toutes mimi. Macron! Explosion! Ces marteaux-piqueurs à tête chercheuse, ces glorioles sur pattes, et pour finir, ces boulettes démolition grandeur nature qui n'auront de cesse de vouloir faire entrer ma tête en contact avec mon côlon. Je passerai clairement cette zone au peigne fin, et j'y trouverai un arbre des rêveurs, un quart de vie, une larve, et surtout un boss. Mais le sentant beaucoup trop puissant, j'ai même pas tenté de le combattre, et je me suis dit que je reviendrai plus tard, stuffé comme jamais. À la place, je retourne dans les voies d'eau royales, où j'ai laissé 2 boss en plan, je vous rappelle. Je commence par le premier, le défenseur bousier, qui m'enverra ses boules de détritus organiques au visage, soit en les faisant rebondir, soit en émergeant du sol comme un geyser volcanique. Je manque de peu de le first try d'ailleurs, avec une technique de ma création, dont je suis pas peu fier. Autrement appelée, la technique de lâche où tu campes au plafond. Mais cette technique s'avère très aléatoire et marche très bien comme elle ne marche pas du tout. Du coup, après 2 tries, je le fume à la loyale cette fois-ci, mano à mano, les pieds bien ancrés au sol. Un peu plus loin derrière lui se trouve une autre habilité, celle de pouvoir nager dans les eaux acides, me permettant d'avoir accès à de nouveaux horizons. Une fois ce pouvoir en ma possession, je vais de ce pas m'occuper du second boss de la zone, le Flugmarm. Oula, désolé, je sais pas pourquoi j'ai lâché un accent allemand, certainement l'orthographe du mot. Bon, là c'est clairement un first try net et précis, il a pas fait 2 secondes. Un pur sac de frappe qui t'envoie juste des mini cornets de frites carnivores au visage. Rien de bien folichon. De passage par les frontières du royaume sur le chemin du retour, je m'occupe d'un arbre rêveur, qui me fera passer le palier des 600 essences. Condition remplie donc pour le trophée harmonisation. Oh, harmonisation. Récupérer 600 essences. Je continue mon périple en direction du 2e rêveur majeur, et sur la route, je recroise Hornet, qui voudra croiser le fer avec moi. Et là, elle sera bien plus affûtée que jamais. Et pendant 30 minutes, je me ferai laver le fion en boucle, car mon erreur a été de trop vouloir la jouer dans les airs. Là où la technique était clairement de rester au sol, de manière quasi fixe, pour forcer ses attaques en estoc. Là du coup, c'est le même combat que la première fois, mais en beaucoup plus rapide, et avec une phase 2, où elle mettra des mines à clous sur la map que je devrais détruire pour pouvoir bouger librement. Une fois ce gros combat passé, j'obtiens le trophée de l'avoir vaincu.
Holy mo... What the... Et la marque du roi qui me donnera l'accès à une zone très importante pour la suite. Et là, tu vois, tout ce qui est à droite, là, c'est tout le sel. Tout le sel des joueurs qu'on faille Tornet, là. Bon, là, je sais plus trop où aller pour l'instant. Alors je me balade. Et je repasse par les routes oubliées, qui sont maintenant devenues les routes contaminées. Tiens, ça me dit un truc, ces petits pustules oranges, là. C'était sûr! Bon, ici, le terrorisme est à l'honneur, puisque j'y trouverai des carnassiers animés uniquement par la haine, des kamikazes à la bombe bactériologique, et autres burnes volantes. La progression en ces lieux s'avère compliquée, puisque beaucoup de chemins sont désormais bloqués, mais j'emprunte un chemin jusqu'alors inaccessible pour y trouver le ventre rutilant, un charme supplémentaire qui me donnera par là même le trophée... Ventre rutilant, enchanté... Moitié des charmes. Vu que je suis dans le coin, j'en profite pour retourner voir mes amis les larves, qui vont encore une fois me ralasse comme jamais mon cochon. Grâce au wall jump, j'ai accès à un boss caché que je tuerai du second try, étant donné que je ne suis pas arrivé préparé au premier. Un boss poubelle qui se contentera de me cracher à la tronche comme un lama fâché et gesticuler dans tous les sens. Un bordel certes, mais rapide, puisque mon aiguillon est assez affûté pour l'oxyre rapidement. Celui-ci renfermait d'ailleurs un quart de vie, ça régale. En repassant par le mont Cristal, je pars combattre le Furieux Gardien, le deuxième boss cristallin dont je parlais il y a quelques minutes. Celui-ci est bien plus vénère que le premier, que ce soit en termes de vitesse ou de dégâts infligés. Il me faut donc au moins 5 tries pour le fumer, histoire d'intégrer les patterns du mieux possible. Une fois celui-ci vaincu, il m'offrira également un quart de vie, et ça, encore une fois, ça régale. Bon là, comme vous l'avez compris, je vagabonde, ne sachant pas trop où aller. Et je chope un minerai pâle qui me permettra d'upgrade mon aiguillon une fois de plus, et une nouvelle capacité, les ténèbres descendantes, une amélioration de la descente du coude quoi. Avant de tomber sur un boss tout à fait charmant, ou plutôt 5, les veilleurs, qui me feront retry pendant 20 bonnes minutes. Bon en soi là, le but c'est de tuer rapidement, pour ne pas être submergé, et surtout, ne pas se presser, parce qu'au début, il y en a qu'un certes, mais après, il y en a 2 d'un coup, et en fonction de la manière où on les tue, ils se font remplacer. Donc certes, il faut les tuer vite, mais surtout pas se précipiter et savoir parfois garder la distance, puisqu'ils alternent entre attaque aérienne et tout droit en boule. Et quand les deux font en même temps chacune de ces attaques, la zone d'esquive est excessivement faible. Mais une fois le combat maîtrisé, ils sont enfin vaincus. Et ces boss, ils étaient centraux dans le jeu, puisqu'ils me permettaient d'avoir accès au second rêveur majeur, le Veilleur, qui une fois détruit, brisera son sceau de l'œuf noir, mais m'octroiera également son trophée. Veilleur. Je me rends désormais sur les traces du troisième et dernier rêveur majeur, et ce faisant, je passe par Brume Canyon, une zone à l'ambiance sous-marine où je me ferai agresser par des petites méduses, des méduses bien plus grosses avec une hémorroïde destructrice post-mortem, des buissons volants, des buissons épineux et des plantes carnivores aux allures de Vietnam des années 60. Quelques secondes après, je rencontre mon 4e guerrier des rêves, un genre de chenille avec un seul et unique pattern qui m'agressera en boucle. Il me faudra 2 tries pour comprendre qu'à la manière de Ganondorf sur Ocarina of Time, je dois frapper la bête au moment où il m'atteint pour le renvoyer tel une balle de tennis, jusqu'au moment où il rendra son dernier souffle. Bon, ce boss est vraiment très simple une fois qu'on a compris ça. Derrière ce boss se trouvait la dernière station de coléoptères, qui me déverrouillera une destination secrète, la tanière des coléoptères, et son trophée de l'avoir trouvé. Espoir. À l'intérieur se trouve du bon loot, comme un fragment d'âme, mais surtout mon 5e guerrier des rêves, qui était franchement facile, on va pas se mentir. Il prendra d'ailleurs son meilleur first try. Son seul pattern est de s'entourer d'aiguillons qu'il me jettera, et plus les phases avancent, plus il en lancera en simultané. Rien de bien fou, quoi. Juste après lui, je rencontrerai Mato, un maître d'armes qui m'apprendra l'anti-cyclone, qu'une fois encore je n'utiliserai jamais. Dans cette zone, les résidents ne tortilleront pas du cul pour chier droit et mettront fin à leur jour, tout en attendant que je les regarde avant, pour être bien sûr qu'ils soient filmés. Ah oui, vous croyez qu'elle vient d'où la Dark Fantasy de BFM TV? À la suite d'un pogo de zinzin, je trouverai un autre maître d'armes, Sheo, le frère du précédent, qui m'apprendra l'entaille implacable. Et devinez combien de fois j'en suis servi. Je reprends fièrement la direction du dernier rêveur majeur et j'atterris dans la butte luxuriante, et celle-ci semble bien porter son nom, tant elle est mignonne. Dès mon arrivée, des moustiques 2.0 me tendront une embuscade pour m'annoncer la couleur. Mais vu que j'étais supposé trouver cet endroit bien avant au début du jeu, vous imaginez la promenade de santé que c'était de les tuer. Ils me donneront d'ailleurs l'accès à un nouveau sort, les spectres hurleurs, une sorte d'attaque vers le haut explosive. Mais très vite, je me retrouverai bloqué par des portes ténébreuses. Il faut donc d'abord que j'utilise la marque du roi pour avoir accès aux abysses, un lieu charmant où les âmes de défunts voudront me corriger à coups de gourdin.
Mais cette zone s'avère très fructueuse, puisqu'elle m'offre pas moins de 2 capacités. La première, le dash amélioré, complètement fou, qui rendra mon dash bien meilleur, me permettant maintenant de passer les portes des ténèbres, certes, mais surtout, m'offrant des immune frames indispensables en combat. La seconde, le cri amélioré, l'amélioration du sort que je viens tout juste d'avoir en plus, et qu'il fallait d'ailleurs que j'utilise pour le débloquer. Une fois tout ça en ma possession, je peux désormais avancer à Brume Canyon et à la butte luxuriante, me donnant accès au dernier endroit où se cache Cornifère, qui m'offrira la dernière carte du jeu contre quelques géos, et par là même, le trophée qui va avec. Oh let's go, c'était la dernière carte du jeu. Je continue ma route, et dans le rêve du dernier rêveur majeur, l'érudite, je combats le boss qui la garde prisonnière, et j'aurai un coup de main de mon poteau. D'ailleurs sans lui, j'aurais jamais pu le fumer, vu qu'il est immunisé. Je dois donc éviter ses attaques dans un premier temps, jusqu'à ce que ce dernier rende le boss vulnérable une poignée de secondes. Un boss facile qui se fera oxyre rapidement, me donnant l'accès au corps de l'érudite, que je détruirai pour également détruire le sceau de l'œuf noir, et ainsi récolter son trophée. Érudite. Désormais, je peux m'attaquer au boss final, mais je le garde pour plus tard. Je décide dans un premier temps de clear un peu la map, pour me stuffer évidemment, et avancer un petit peu sur le 112%. Je récolterai donc un quart de vie, me ferai ralasse une fois de plus par le roi des larves, et commencerai à éradiquer la faune locale, c'est-à-dire ses boss, disséminés un peu partout, en commençant par du très très lourd, le chevalier méprisé. Lui, c'est le premier boss du jeu qui m'a fait sérieusement galérer. Là on parle vraiment de 1 heure tout pile de try, où il a fallu maîtriser toutes ses attaques par cœur. Et c'est un gros bordel, il saute pour smash sur ta tronche, envoie des ondes de choc et met beaucoup de feintes. Chacun de ses coups infligeant 2 de dégâts, et tout ça en te faisant asperger la tronche de cailloux en permanence. Il faudra bien apprendre ses moindres mouvements pour être capable de prédire quelle attaque tombera à quel moment. Et après 1 heure de souffrance, j'en viens enfin à bout. J'ai besoin d'un peu de calme maintenant, et je retourne voir la voyante, qui me donnera une habilité, le portail des rêves, qui s'avérera très utile pour la suite. Un TP manuel en gros, qui m'évitera de parcourir des kilomètres à chaque fois que je voudrais retry un boss. Et je vais m'en servir directement, puisque dans la foulée, je rencontrerai un boss énervé qui me demandera une dizaine de try, le Seigneur Traître. Et s'il m'a demandé autant de try, c'est pas parce qu'il est dur. En soi, il a que 2 patterns de corps à corps qui se dashent facilement, et il ne met jamais ses attaques à distance si on le colle. Et il enverra juste une onde de choc après un certain temps de combat. Le vrai problème ici, c'est le mongol de PNJ qui, telle une actrice porno, ne fera que gueuler pour au final rien du tout. Puisqu'à part faire du bruit et prendre tout le visuel de l'écran, il ne fera rien au boss. En d'autres termes, il est extrêmement perturbant et sert plus à déconcentrer le joueur qu'autre chose. Une fois avoir battu le boss, celui-ci embrochera Kloss de son aiguillon pour mon plus grand plaisir, et dans la foulée évidemment, je récupérerai son essence et chierai sur son cadavre, avant de récupérer un délicieux fragment bien mérité. Il s'agit visiblement d'une première moitié de charme, il faut donc que je trouve la deuxième. Je continue ma chasse au boss, et aux frontières du royaume, je rencontrerai mon 6e guerrier rêveur, Markoth, qui me demandera 3 tries. Bon ici, rien de bien compliqué, il envoie juste des aiguillons dans tous les sens, il faut donc rester en mouvement. Et il a également des boucliers autour de lui, pour rendre les coups portés plus difficiles. Mais bon, c'est loin d'être un boss marquant. Mon clean continue, et je trouve un quart de vie, puis un charme, et je me dirige enfin au Colisée des Fous, une arène où je devrais accomplir 3 combats, de plus en plus longs et de plus en plus durs, pour un max de récompenses, et un trophée par level évidemment. Je commence donc par le premier niveau, l'épreuve des guerriers. Bon là pour le coup, avec mon stuff, c'est vraiment très simple. Les mobs ont désormais peu de vie avec mon aiguillon affûté, les plateformes sont larges, et même si les ennemis que je déteste sont de la partie, je les tuerai tous jusqu'au dernier, dès mon first try, et j'empocherai le trophée avec aisance. Guerrier. Dans la foulée, j'enchaîne avec le second level, l'épreuve des conquérants, qui dans la même veine que le premier level, se fera first try en bonne et due forme. Un peu plus technique ce niveau, mais pas de beaucoup, avec un peu plus d'ennemis, mais surtout des ennemis tout nouveaux, que je n'ai jamais rencontrés auparavant. C'est donc cet effet de surprise qui peut faire prendre quelques hits, le temps d'apprendre quoi. Mais encore une fois, je suis si bien stuffé que c'est du tout droit, et j'empoche donc le second trophée du Colisée. Let's go. Et bah first try. Celui-ci me donnera le tout dernier minerai pâle du jeu, me permettant d'augmenter mon aiguillon au maximum. Ça y est, mes damages sont optimaux maintenant. De ce fait, je décide de faire un break de Colisée, et dans les caves de celui-ci, j'y trouve un mini-boss caché, qui recélait une clé. De ce fait, je le tue, et je m'en empare. Celle-ci me sera bien utile, car quelques minutes auparavant, la banquière s'est barrée avec 4500 de mes géos. Et en bon capitaliste que je suis, c'est carrément inacceptable.
Je vais donc devoir la traquer jusqu'à la maison des plaisirs où elle se cache, et je lui sauterai sur la tronche pendant des plombes pour en extirper tout mon pécule, et ce, avec 25% de bonus en plus. Ah, et vous voulez savoir pourquoi ça s'appelle la maison des plaisirs ? Pour ça. Une fois mon cash récupéré, je retourne fièrement au Colisée pour la dernière étape, l'épreuve des fous, qui porte très bien son nom, parce que c'est clairement ce que je vais devenir dans quelques minutes. Cette épreuve, c'est à peu près 15 minutes de combat continu, avec des ennemis tous plus infects les uns que les autres, une arène qui tentera constamment de vous tuer, et tout ça pour finir sur un boss exclusif, que vous n'avez jamais vu nulle part ailleurs auparavant. Et cet effet de surprise, c'est lui qui va vous faire retry une paire de fois, sans parler de l'étape au préalable où c'est uniquement du wall jump, qui pourrait poser problème à pas mal de gens. J'ai donc passé plus de 2 heures, soit une grosse dizaine de tries, pour rentrer cette épreuve. Et une fois ce calvaire surmonté, je me vois octroyer l'ultime récompense du mode, son trophée. Sérieux, c'était juste ça et j'ai fait le 3 fois le boss? Let's go, putain, what the fuck. Bon, là tout de suite, j'ai clairement besoin de respirer, donc je repars faire un petit peu de clean de la map. Et je commence avec mon 7ème guerrier des rêves, le proche disparu. Vous savez, celui où je me suis dit que je reviendrai plus tard là. Ce boss est bordélique au possible. Il saute sans crier gare, envoie des projectiles, envoie des fantômes à l'infini, et peut s'avérer très compliqué si on tente de le jouer proprement. Mais j'ai rapidement compris quelque chose qui allait m'être très utile pour lui speedrun sa grand-mère. Si vous frappez ce boss très rapidement et sans réfléchir, il va stun très régulièrement. Donc oui, vous allez prendre des dégâts, mais comme il stun en permanence, il y a beaucoup de phases pour ce heal. Le but du jeu est donc de le matraquer sans réfléchir jusqu'à ce qu'il meure. Je continue mon clean, et je rencontre des mobs très... particuliers. Ça ressemble à ça, une sodomie vue de l'intérieur. À force de fouilles, je trouve une nouvelle toute petite zone, la fosse à ordures, dans laquelle se trouve un sarcophage. J'utilise une des clés simples en ma possession pour l'ouvrir, et celle-ci me donne le synthoniseur divin, le début de l'arc des panthéons, ou en d'autres termes, l'endroit du jeu où tout le monde souffre, et vraiment beaucoup. J'entre donc en ce monde des rêves où dorment les panthéons, la maison des dieux, pour faire le premier d'entre eux, le panthéon du maître, un panthéon simple avec une dizaine de boss, les plus faciles du jeu, mais avec un dernier boss inédit, puisqu'il m'a fallu affronter les 2 frères maîtres d'armes sur lesquels je n'avais aucune expérience. Mais malgré le fait qu'ils soient 2, leurs mouvements sont relativement simples à apprendre et à esquiver, et après le 3e try, j'en viendrai finalement à bout. Après ce petit défi, je retourne voir la voyante, et celle-ci me donne l'aiguillon éveillé des rêves qui me permettra d'accéder à une zone endgame, récompense qu'elle me donne en échange de 1800 essences, et donc j'aurai le droit par la même occasion d'obtenir le trophée. Ah bah voilà, éveil, justement j'en parlais. Je me rends donc au Palais Blanc, zone endgame accessible via ma toute nouvelle capacité. Cette zone, aussi lumineuse soit-elle, représentera un véritable cauchemar pour toute personne pas à l'aise avec le platforming. Il y a des tonnes d'étapes à franchir, toutes plus interminables les unes que les autres, des phases de plateforme de plus en plus dures, sans aucun moyen de vous régénérer, et avec des obstacles si précis qu'ils ne laisseront que quelques frames de disponibles pour y passer votre personnage, et ce, au pixel près. J'ai mis 1 heure tout pile pour traverser tout ce foutoir, ainsi qu'un de mes reins, mon cœur, mon foie et mes poumons. Mais bon, c'était pour la bonne cause, puisque ce dédale m'offre le 2e fragment de charme, l'âme royale. Pour décompresser, je retourne à Dirtmouth, et j'y rencontre le maître de la troupe Grimm, qui me demandera de rester à l'affût pour trouver les flammes rouges par-delà le monde. Là, sans le savoir, je viens d'amorcer la quête du boss le plus légendaire du jeu, et celle-ci est simple. Grimm m'a donné un charme que je dois charger. Sur la map sont apparus des petits Grimm que je dois aller tuer. Une fois ceux-ci tous morts, j'ai le droit à une audience, avec le maître évidemment Grimm, vous l'avez compris, avec lequel je devrais me battre pour offrir un grand spectacle à ceux qui en seraient témoins. Ce boss est extraordinaire, mais je passe très vite dessus, puisqu'il est beaucoup plus intéressant de s'attarder sur sa future forme finale. À la suite d'un combat que j'ai adoré, je le pulvérise de mon aiguillon, et j'obtiens le trophée de son action. Performance grandiose. Mais sa mission n'est pas terminée, puisque mon charme a toujours besoin d'être chargé. Ce faisant, je continue ma traque des Grimm disséminés sur la map, et une fois ceci vaincu, j'ai le droit à une seconde audience avec le maître Grimm que je ne suis pas prêt d'oublier. Celui-ci est maintenant devenu le roi des cauchemars, ou en d'autres termes, le meilleur boss du jeu, un pur plaisir à tous les niveaux. Ce boss représente l'apogée même du jeu, des patterns de fou, très peu de place à la RNG et un rythme effréné. Parmi ces patterns, des tirs latéraux, un piqué vers le bas,
Un slash suivi d'une pluie de météorites, c'est ce pattern précisément qui m'a fait galérer parce que les météorites tombent de manière random et c'est très dur de s'y habituer. Des geysers et des milliards de boules à esquiver. Il m'a bien fallu 1h30, 2 heures passer sur ce boss à m'entraîner et le connaître par cœur pour, dans la définitive, quasi le no-hit et le vaincre. Ce faisant, j'obtiens donc le trophée d'avoir réalisé sa quête. C'était quoi ce truc? Une fois cette quête formidable terminée, je décide d'enchaîner sur une autre, la quête de l'endeuillé, qui consiste simplement à aider une veuve à se recueillir sur la tombe de son mari. Sur le papier, ça semble tranquille, mais il y a quelques problèmes. Tout d'abord, la veuve et la tombe sont de part et d'autre de la map. Je dois donc aller du point A au point B avec la fleur de la veuve, et ceci sans me prendre le moindre dégât, puisque si je me fais toucher, la fleur sera détruite et je devrais recommencer. Bon, en réalité, il n'y a pas vraiment de problème, hein, c'est du tout droit, et après 3 minutes de randonnée, la quête est terminée, et le trophée me sera donné. Réconfort, let's go. L'objectif, c'est maintenant de faire tous les trophées liés au 112%. En allant à Verchemin, j'explore un endroit que j'ai dû esquiver au début du jeu car il fallait la lanterne, et à la fin de celui-ci, j'y trouve mon dernier fragment de masque, pour le trophée d'avoir ma vie au maximum. Bim. Le dernier éclat de masque pour la vie maximale, et ça fait plaisir. À quelques centimètres, s'y trouve un boss animé uniquement par la lâcheté, et par une mélodie lugubre aussi. Bon, un boss poubelle, hein, qui n'a aucun réel pattern, à part se TP à l'infini et m'envoyer des serpillières au visage. Ce sera donc un first try évident. Je continue mon clear de la map et je m'occupe de la version énervée du maître de l'âme, qui fera exactement les mêmes patterns que dans sa première version, mais en plus rapide et avec plus de boules en simultané. Bon, honnêtement, rien de bien plus dur que sa version de base, je trouve, donc je le tue sans problème et je continue mon périple, avec cette fois-ci la version vénère du bousier, le protecteur blanc. A l'instar du maître de l'âme, celui-ci fera exactement la même chose que sa version de base, avec juste un pattern de plus consistant à smash dans le sol, avec des pics qui en émergent et se dirigeront sur moi. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec les versions vénères des boss par rapport à leur version de base, puisqu'ils sont plus rapides, et vu que j'ai un gameplay agressif, ça me correspond beaucoup plus. En poussant mon exploration, je trouve une nouvelle habilité, l'âme d'ombre, qui est une version supérieure d'une habilité que je possédais déjà. J'aurais d'ailleurs dû avoir ça bien avant, mais tu connais, ce qui est simple est toujours compliqué. Toutes ces péripéties m'ont fait accumuler des tonnes d'essence. Je me rends donc chez la voyante, qui me remettra son ultime récompense après en avoir récupéré 2400 d'entre elles. Ascension. 2400 essences. Je retourne ensuite à la ruche, où j'affronterai le chevalier de la ruche du coup. Un guerrier que je pensais puissant, mais que j'ai défoncé en 20 secondes chrono en first try. Je me suis visiblement trompé, mais bon, je l'ai tellement bourré que j'ai rien compris à ses patterns. Évidemment, maintenant que je suis stuffé comme une brute, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, j'aurai l'occasion de le revoir dans les panthéons. Celui-ci fait d'ailleurs quelques slash à l'épée, m'enverra des bébés abeilles dans la tronche et fera spawn des pics dans les airs. Encore une fois, c'est un easy kill. Je trouve ensuite un boss caché, le collectionneur. Un boss facile qui m'enverra des mobs au visage, et sautera sans cesse. Une fois celui-ci tué, je trouverai sa cache, où il renfermait des tonnes de larves, et surtout, la carte qui montre où se cachent les dernières d'entre elles. Ce faisant, je les récupère enfin toutes, et j'obtiens le trophée pour me récompenser. Dernière larve du jeu. Ouais... Quelques minutes plus tard, je me rends à la fontaine à Géo et j'y jette 3000 de mes pécules. Cette dernière me remettra le dernier fragment d'âme du jeu et son trophée. Let's go, à monde. Tous les fragments d'âme en ma possessions. Durant cette longue aventure, j'ai eu l'occasion de ramasser tous les charmes du jeu, et ce faisant, je retourne voir Salubra et obtiens sa bénédiction. Ainsi, je suis paré à toute éventualité, et je récupère ma récompense bien méritée. Eh oui, je suis béni, avec tous les charmes, ça y est, c'est enfin fait, bordel de cul. Bon, on a assez fait durer le truc. Je me décide enfin à aller péter le boss final du jeu, le Hollow Knight. Et le combat était... nul à chier. Alors oui, j'y suis allé avec un mental de tryhard, prêt à tout détruire, mais au final, je l'ai tué en first try, parce que ce boss est volontairement nul à chier. Tout simplement parce qu'il n'est que le vaisseau de la corruption, et accessoirement, de la véritable puissance du lieu. Si je le tue lui donc, et c'est ce que je vais faire, je prendrai sa place, et je deviendrai moi-même, à mon tour, le Hollow Knight. Hornet sera tué, et à cause de cet acte, Alonest restera damné jusqu'au prochain chevalier de ma trempe. Mais ça, je ne le savais pas, donc c'est trop tard. Mais au moins, j'obtiens le trophée d'avoir vaincu la bestiole.
Hollow Knight 2, mais c'était ça le boss final là, c'est tout? Dans la foulée, je passe les crédits et j'obtiens le trophée La fin d'une ère. Après, let's go. Le petit trophée caché du champipi. Qui consiste à avoir fait la quête d'un champignon où il fallait simplement le trouver 7 fois dans toute la map. Un trophée quasi gratuit qui fait plaisir. Je reste sur ma fin. Je décide donc de refinir le jeu, mais cette fois-ci avec la bonne fin. Je retourne donc voir le Hollow Knight, mais au lieu de le tuer, avec l'aide d'Hornet, j'utilise mon aiguillon des rêves sur lui et je rencontre la vraie menace des lieux, Radiance, que je ne vais absolument pas respecter, puisqu'après 20 minutes de try, je le passerai pour la première fois en no hit. Je l'ai tellement pulvérisé qu'il a même pas pu me toucher une seule fois. Boss final, mon cul, ouais. Ces patterns sont bordéliques au possible, cependant. Des tonnes d'aiguillons dans toutes les directions, des rayons de soleil, des boules de feu, et pas moins de 3 phases où on se rapprochera progressivement du sommet. Une fois celui-ci tué, la lumière dissipera les ténèbres, Hornet sera épargné, je serai sacrifié, mais les âmes errantes ainsi qu'Alonest retrouveront enfin la paix. Cette fin m'a foutu des frissons, et c'est très rare que ce soit le cas. Bravo Team Cherry. Allez, on embraye, parce qu'on n'a pas le temps, et cette vidéo est déjà bien trop longue. On va aller dans les panthéons maintenant. Et ayant déjà fait le premier, je m'occuperai donc du second, et ce sera un first try, sans même sourciller. Bon, honnêtement, il était bidon, hein, il ne mérite même pas qu'on s'attarde dessus. On va donc enchaîner directement au troisième, qui sera déjà bien plus corsé. Bon, au programme, des boss qu'on connaît déjà, tous simples, à l'exception des 3 derniers. Umu, la méduse géante de ses morts sur laquelle il faudra envoyer des méduses un peu plus petites sur lui pour lui retirer son immunité. Dans la foulée, Hornet, dans sa version 2.0, et pour finir, Sly, un tout nouveau boss extrêmement rapide sur lequel je m'entraînerai une bonne trentaine de minutes avant de me le faire dans son panthéon. Temps de try global du panthéon 3 en comptant l'entraînement sur Sly sur sa stèle, 2 heures. Pour faire les panthéons 2, 3 et 4, j'utiliserai toujours les mêmes charmes. Force inébranlable, que je n'avais jamais utilisé avant d'ailleurs, qui va tout simplement doubler les dégâts de mon aiguillon. Entaille rapide, pour frapper plus vite, longue lame, pour avoir plus de portée, épine d'agonie, qu'on a déjà vu un peu plus tôt, et l'ombre tranchante, pour faire des dégâts quand je dasherai au travers des boss. Sly est petit, mais très énervé. Ses attaques sont rapides et semblent bordéliques, mais sont parfaitement maîtrisables. Un triple coup, avec un spin pour finir, où il faut dasher au travers du second coup, une entaille rotative, qu'il faudra éviter par le dessus, et potentiellement utiliser un pogo d'ailleurs, et des slash dévastateurs où il faudra sauter. Sa P2 est également redoutable, puisqu'il ne laissera qu'une fenêtre de quelques millisecondes pour le taper. C'est du grand art. Une fois celui-ci vaincu, le Panthéon 3 est désormais de l'histoire ancienne. Panthéon 4 maintenant, et là, fini de jouer. Au programme, une poignée de boss poubelle, le protecteur blanc, le chevalier méprisé, qui était dur la première fois, mais qui est devenu clairement une blague, une fois stuffé à fond, ce putain de Markoth de merde, le boss le plus détesté du jeu, ce gros charclot là, les veilleurs, le maître de l'âme 2.0, et le clou du spectacle, le vaisseau pur. Le vaisseau pur, c'est la vraie version du Hollow Knight avant qu'il soit corrompu, qui a visiblement bouffé des céréales lions au petit-déj. Ses patterns s'esquivent exclusivement en dash au travers, puisqu'il fera des attaques latérales, que ce soit des lancers de dagues, des estocs, des triples slash, et pour finir, des AOE explosives et des attaques tentaculaires. J'ai passé 2 heures à m'entraîner dessus pour le maîtriser parfaitement, et à la suite de ça, 1 heure et demie de plus dans le Panthéon pour au final en venir à bout, et obtenir le trophée du Panthéon des Chevaliers. Let's go. Panthéon du Chevalier, c'est fait. Ça y est, j'ai désormais atteint le 112%, et pour valider le trophée, je dois refinir le jeu, chose très facile quand on connaît la qualité du boss final. Le 112%, c'est fait. Ça, laissez-moi vous dire que c'est une sacrée bonne chose de faite. Pour relâcher les nerfs, je décide d'aller compléter mon journal du chasseur. Ainsi, je farmerai les mobs et chasserai les mobs uniques cachés pour obtenir le trophée. Chasseur habile, qui m'est offert une fois tous les mobs du jeu tués au moins une fois. Et le trophée... évidemment, véritable chasseur. Qui lui m'est offert une fois tout le journal complété, c'est-à-dire tous les mobs du jeu tués au moins une fois, et le nombre indiqué en plus pour avoir toutes les infos à leur sujet. Il reste désormais une seule et unique étape pour ce platine, et clairement la plus dure. Le Panthéon des héros de Halonest.
Et il s'agit clairement d'un défi de taille, puisque je devrais tuer 45 boss d'affilée, et ce sans mourir. Un boss rush éprouvant qui demandera de l'endurance et de la détermination, puisqu'un fail vers la fin vous obligera à recommencer entre 30 et 45 minutes de run. Évidemment, il faudra s'entraîner pour certains boss, histoire de les maîtriser à 100%, mais l'extrême majorité sont des sacs de frappe qui ne vous poseront aucun problème. Parmi les boss marquants, le 17ème d'entre eux, les Sœurs d'Armes, où vous devrez affronter des mantes déjà rencontrées au préalable, mais cette fois-ci, il y aura les 3 en même temps. C'est un de mes fights préférés du jeu, l'OST est juste folle, le rythme est très rapide, un bonheur pour un joueur agressif comme moi. Je les ai d'ailleurs no-hit plusieurs fois, et ce non sans plaisir. En boss 33 et 34, l'enchaînement de Sly et Hornet 2.0, qui sont 2 boss que je gère parfaitement et que j'adore. En boss 35 et 36, on change de ton, parce que c'est 2 boss que je déteste et sur qui tout peut déraper. Le proche disparu et sans yeux, où il faudra, l'un comme pour l'autre, être très agressif pour respectivement le stun, dans le cas du premier boss, et ne pas se faire avoir à l'usure par la reine, pour le deuxième. Bon, ils ont jamais réussi à me tuer, mais ça aurait très bien pu arriver. En boss numéro 40, le plus gros tas de smegma putréfié du jeu, Markoth, qui m'a éteint quelques runs. Un boss aussi insupportable que son arène, où la seule option est d'éviter ses aiguillons passivement en P1 et n'attaquer que quand il tourne ses boucliers à coups de pogo. Une fois sa P2 activée, il faudra juste le spam de sort jusqu'à ce qu'il meure. Normalement, derrière lui se trouverait Zot, mais l'ayant senti venir, j'ai décidé de laisser ce trou du cul dans la cave où il était prisonnier, pour ne pas l'avoir dans le Panthéon. S'il était aussi fort qu'il le disait, il aurait de toute façon pas eu besoin de mon aide. Et ça, sachez-le, c'était le meilleur choix que j'ai fait de tout le jeu. Du coup, je n'ai pas à le combattre, et j'enchaîne avec le Chevalier Méprisé, qui lui, est très simple. Et en plus, grâce à son stun, vous avez un temps infini pour vous heal et régénérer vos âmes. C'est juste du pur bonheur, surtout quand on sait ce qui nous attend ensuite. En boss 43 du coup, le Roi des Cauchemars, qui est magnifique et que je connais par cœur. Donc évidemment, il ne m'a jamais tué, ça n'a jamais été un problème. Ensuite, le Vaisseau Pur, que je maîtrise tout autant, mais sur lequel j'ai quand même changé ma strat par rapport au Panthéon des Chevaliers, puisque maintenant, je le joue uniquement en saut, et plus en dash à travers. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus safe, rendant le fight beaucoup moins stressant également. Et pour finir, Radiance Véritable, ou Absolute Radiance, sur lequel je me suis entraîné pas moins d'une dizaine d'heures pour trouver enfin le build parfait, et aussi évidemment gérer tous ces patterns. Sur tout le Panthéon, j'ai utilisé des charmes de bourrin, force inébranlable pour frapper 2 fois plus fort, entaille rapide pour taper 2 fois plus vite, marque de respect pour avoir 2 fois plus de portée, et cœur indestructible pour avoir 2 cœurs de plus. Mais pour Radiance, j'ai utilisé un build qui passe ce boss en mode facile, et qui a juste tourné ses 10 heures de try et de training en 10 heures qui n'ont servi absolument à rien. Puisqu'une fois avoir trouvé cette stratégie, il m'a fallu juste 10 minutes d'entraînement pour la réguler et la mettre en pratique dans le Panthéon. Comme vous pouvez le voir, j'ai quasi no-hit tous les boss précédents dans le Panthéon. Mais Radiance, lui, il va me toucher. Et beaucoup. Mais ça, je m'en fous complètement, puisque j'ai changé mes charmes. Et je joue désormais avec force inébranlable, toujours, canalisation rapide et canalisation intense, qui vont respectivement me faire heal 2 fois plus rapidement et 2 fois plus en quantité. Et pour finir, Chant des Larves, qui me régénérera de l'âme si je me fais toucher. C'est clairement le build de tank par excellence du jeu. Avec ça, la P1 et la P2 du boss sont juste données. Il pourra me toucher en boucle s'il veut, il suffira d'un tout petit temps mort pour que je me heal encore plus que ce qu'il m'a touché. Et même si je le touche pas, le simple fait de prendre des dégâts me régénère de l'âme. Je ne peux donc en théorie jamais mourir. Seule l'ascension et sa P3 sont à maîtriser, parce que là vous pouvez clairement pas vous heal. Et une fois ceci fait, le boss périra de votre aiguillon, la frustration et la concentration laisseront leur place à la gloire et au soulagement. Let's go! Let's go! Putain! Let's go, cette merde, elle est rentrée, là! Et que je ferai jamais. Oh putain, le platine. Let's go! Je suis libéré de la prison. Ainsi s'achève l'épopée extraordinaire de Hollow Knight.
Un jeu qui aura clairement marqué ma vie de gamer. De mon point de vue, tout le jeu est irréprochable, à l'exception peut-être du Panthéon d'Alonest que je trouve trop long avec trop de boss inintéressants. Je l'aurais préféré plus court avec des boss bien plus vénères, au même titre que les Panthéons précédents. En termes de fun, je mets au platine la note de 8 sur 10. Si le dernier Panthéon n'existait pas, ça aurait clairement été un 10 sur 10 direct. Et en termes de difficulté, un très solide 9 sur 10, baissé à 6, sans le dernier Panthéon encore une fois. Se dire que derrière ce jeu se trouvent seulement 3 personnes, c'est carrément impensable. Mais ce studio, au même titre que le héros de leur jeu, est certes petit par la taille, mais grand par l'ambition, la détermination et le courage. Et tout comme eux, que ce soit face au dernier Panthéon du jeu ou dans la vie de tous les jours, même si le défi semble insurmontable, il suffit de réellement le vouloir pour pouvoir. Vous voulez atteindre la Lune? Alors il suffit simplement de viser les étoiles.